Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Nous devons commencer par une scène survenue ici, au Mexique. Allons dans le détail. Selon ce qu'elle raconte, selon ce que montre l'image vidéo qu'elle a elle-même publiée. Secrétariat de la Marine du Mexique dit, avec une précision opérationnelle et des travaux de renseignement naval, les fusiliers marins poursuivent la localisation et la sécurisation des laboratoires clandestins de fabrication de drogues synthétiques. Cela reflèterait la préparation, la discipline et le professionnalisme du personnel naval qui agit de manière stratégique pour empêcher que des substances illicites n'atteignent les familles mexicaines. Et voilà, il montre cette image. Ils descendent d'un hélicoptère et entrent dans ce qui serait un laboratoire, selon les rapports. Ce sont, une partie des images qui ont surpris aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, nous allons également voir les détails de ce qui se passe sur d'autres sujets, dans d'autres domaines. Laissez-moi simplement vous dire qu'il y a des mouvements contre des hommes politiques mexicains. Et aujourd'hui, on affirmait qu'un sénateur avait été arrêté, mais le sénateur a répondu qu'il n'est pas arrêté. Nous verrons les détails dans la journée pour suivre l'évolution. Qu'est-ce qui se passe avec Rocha Moya, avec les comptes bancaires bloqués de Rocha Moya, de lui et de sa famille? Des situations très graves se produisent dans ce moment. Et en même temps, on montre aussi ces images, qui sont également importantes. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qui se passe dans le monde. Passons à un autre sujet. Regardez l'image suivante. Il se passe des choses à Moscou et en effet, on signale à nouveau une série d'essaims de drones qui auraient frappé la capitale de la Russie. Nous parlons d'attaques constantes qui ont lieu contre Moscou. C'est la réponse après qu'il y a 3 jours, une attaque de centaines de drones a été lancée contre l'Ukraine. La réponse a été énorme. En ce moment, nous voyons toujours des images. Des images et comment les Russes eux-mêmes, les gens qui vivent en Russie, se rendent compte que la guerre est arrivée chez eux. Une affaire énorme quand on voit que cette structure de drone, ou plutôt cet essaim de drone, a frappé des structures en plein centre-ville de la capitale, en plein Moscou, ce qui était impensable. Peut-être qu'à d'autres époques, d'après ce qui est rapporté, une série d'explosions et d'attaques de drones par l'Ukraine ont été signalées depuis hier, vers des zones visant surtout des infrastructures énergétiques ou des bureaux gouvernementaux, mais qui ont même frappé la capitale de la Russie. Il n'y a pas de système de défense pour pouvoir arrêter cela, même si la version russe affirme qu'ils sont en train d'abattre tous ces drones. Évidemment, cela, ce n'est pas crédible, surtout à cause du nombre d'images qui arrivent, enregistrées par les Russes eux-mêmes. Même s'il leur a été interdit d'enregistrer ce type d'images, au final. Les gens veulent te montrer, témoigner, documenter ce qui se passe, même si parfois il peut y avoir des conséquences s'ils se font attraper en train d'enregistrer ce type d'attaque de l'Ukraine contre la Russie. Pas après, j'insiste, une attaque massive que la Russie a menée ces derniers jours contre l'Ukraine. Voici la réponse. Nous allons également aborder d'autres sujets importants. Regardez ce qui se passe dans cette centrale nucléaire. Une attaque de drone aurait provoqué un incendie, selon les rapports à la centrale nucléaire de Barak. Ceci se passe aux Émirats arabes unis. Regardez. Le générateur électrique qui se trouve près du périmètre intérieur de la centrale, mais qui reste encore à l'extérieur, a été détruit. C'est ce que rapportent les autorités d'Abu Dhabi, qui enquêtent actuellement sur ce qui s'est passé, comment cela s'est produit. Aux Émirats arabes unis, ils assurent que pour le moment, il n'y a pas de blessés et que le niveau d'analyse a été élevé pour déterminer ce qui se passe, selon les rapports. Les autorités écartent également pour l'instant toute élévation de la radioactivité. Autrement dit, il n'y a pas d'augmentation de la radioactivité. C'est très important dans ce contexte. Et encore une fois, nous revenons aux attaques contre des zones stratégiques des Émirats arabes unis. Voyons en détail ce que l'on sait. Le plus grave dans cette attaque, c'est que le drone a percuté la centrale nucléaire, c'est-à-dire même s'il a touché le générateur électrique qui se trouve à l'extérieur de la zone des réacteurs.
évidemment le risque est très élevé. Les autorités d'Abu Dhabi ont assuré qu'il n'y a pas eu de blessés et qu'aucune augmentation du niveau de radiation n'a été enregistrée pour le moment. Mais le symbolisme d'une attaque est énorme. Dire que nous pouvons attaquer ou détruire la centrale nucléaire quand nous le voulons, c'est... Au final, c'est un message puissant et très regrettable. La centrale Barak n'est pas une installation ordinaire, c'est la première et la seule centrale nucléaire de la péninsule arabique, et aussi la première centrale nucléaire commerciale du monde arabe. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attaque, mais les soupçons visent l'Iran. Tous les experts, les analystes assurent que cette attaque a été menée par l'Iran à cause du type de drone qui a été utilisé. L'AIEA, qui est cet organisme de l'ONU chargé des questions nucléaires, a immédiatement exprimé sa préoccupation et a averti que toute activité militaire à proximité d'une centrale nucléaire est totalement interdite et elle demande, évidemment, que ce type de lieu ne soit pas attaqué. Donald Trump a averti que l'Iran doit avancer rapidement vers un accord, sinon la situation va devenir compliquée. Le risque est plus élevé, car si cette attaque est interprétée comme une provocation directe contre l'Iran, cela augmente la possibilité d'entrer dans une nouvelle phase de guerre. L'alerte a également été renforcée, et cela fait déjà un certain temps que c'est le cas en Israël. En Iran ou aux Émirats arabes unis, il existe des installations nucléaires qui ont déjà été la cible de tentatives d'attaque. Il faut rappeler que les Iraniens possèdent également une centrale nucléaire sur la côte du Golfe Persique. Et ils ont également attaqué les zones côtières, disons autour de la centrale, mais il y a bien eu un impact sur la centrale. Aucun dégât majeur, heureusement. Il y a aussi une installation nucléaire qui a été attaquée, où l'on fait des expérimentations et où il y a un réacteur nucléaire. Elle a aussi été attaquée par l'Iran à ce moment-là, dans cette guerre. Et maintenant aussi, cette centrale nucléaire qui a été attaquée manifestement par l'Iran, même si évidemment ils ne vont pas lever la main et dire que c'était eux. Évidemment, le point le plus crucial est qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul drone, mais d'un avertissement sur la direction que va prendre l'escalade de la guerre. Si cela avance, si cela prend de l'ampleur. Et regardez, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'Iran a publié un message. Hier, Donald Trump a lancé un ultimatum après l'autre, encore un ultimatum. Aujourd'hui, depuis Téhéran, la capitale de l'Iran, un message est aussi lancé. Il dit ceci. Tout pays qui entreprendra des actions militaires contre son territoire recevra une réponse ferme et sévère. Selon le porte-parole des forces armées iraniennes, Abol Fazi Sekarchi, il avait délivré un message diplomatique, mais aussi militaire. L'avertissement, c'est essentiellement une menace envers Trump, envers les États-Unis. En tout cas, il assure qu'il serait également prêt à répondre. Et là, il y a plus de détails parce que, regardez, Téhéran aurait remis au Pakistan une proposition pour relancer leur dialogue, dont on se méfie. Et cela, nous devrons le voir au cours de la journée, car on soupçonne qu'il s'agit des mêmes 14 points sur lesquels les Iraniens insistent tant, sans aucun changement. La proposition. Apparemment, elle combine deux éléments clés, à savoir le plan en 14 points présenté par l'Iran. Mais apparemment, dans ce nouveau plan, ils vont accepter certaines conditions des États-Unis. Nous allons voir si c'est vrai. Au cours de la journée, nous le dirons sûrement ou cela sera révélé, parce qu'en ce moment, nous n'avons pas cette information. On a seulement vu l'annonce du Pakistan disant qu'ils avaient déjà la proposition des Iraniens. J'imagine qu'elle est aussitôt envoyée à Washington, puis retransmise. De plus, c'est très rapide grâce à Internet. Donc en théorie, cela va offrir une dernière chance d'entrer dans une période plus calme, avec un cessez-le-feu plus long. Mais... Aujourd'hui, Netanyahou a également assuré qu'il était prêt à toute éventualité. Et il faut rappeler que Netanyahou et Trump, ce n'est plus le cas. Passons à autre chose. Eh bien, une situation facile. Au bout du compte, que le détroit d'Ormuz soit fermé, que cela soit affirmé par les services de renseignement. Que les Iraniens disposent encore d'une grande partie de leur capacité militaire. Malgré la chute d'Ali Khamenei, cela montre qu'il reste encore beaucoup à faire et que le régime n'est pas en train de s'effondrer. Comme le souhaiterait Israël ou les États-Unis,
ou même beaucoup d'Iraniens eux-mêmes qui aimeraient déjà que ce régime prenne fin. Le Premier ministre a assuré qu'Israël serait prêt à toute éventualité, que ce soit pour une évolution du conflit ou pour aller vers une sorte de cessez-le-feu. Il dit « Nous suivons de près la situation en Iran. Aujourd'hui, je vais parler et il y aura une discussion avec Trump. » Aujourd'hui, Netanyahou et Trump vont s'appeler et c'est peut-être ici que se prendra la décision la plus importante de cette guerre, car il sera question d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force et d'opérer contre l'Iran une bonne fois pour toutes. Donc de façon plus ferme, soit les troupes se retirent, soit au moins un mouvement de retrait partiel est effectué. Et ainsi entrer dans une phase où, en théorie, les Iraniens ouvriraient aussi le détroit d'Ormuz. Ce que je trouve compliqué car ils insistent sur le fait qu'ils ne le feront pas. Il faut aussi en tenir compte. Et comment ça va ? Je suis allé droit à l'info, mais nous sommes en direct. Nous sommes en train de diffuser en direct. Si vous nous rejoignez, je serai là. Je reste attentif. En fait, laissez-moi juste mettre les commentaires ici à portée de main. Voilà, Julio est là. Comment ça va, Julio ? Il dit que c'est à cause des attaques de l'opposition, et maintenant il ressemble à Cacalderone. C'est ce que dit Julio. Ce n'est pas une question d'opposition. Ce n'est pas comme ça. Sur la question du conflit actuel, ou de la situation grave du crime organisé impliqué dans la politique, Morena est profondément impliqué, le PAN aussi, le PRI, tous les partis. Et si aucun changement n'est apporté, et si le gouvernement lui-même ne commence pas à faire des changements, ce sera toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Rocha est jusqu'au cou impliqué, tout comme d'autres gouverneurs de Morena, ainsi que d'autres gouverneurs d'autres partis. Mais tant que cela ne sera pas vu, tant que l'évidence ne sera pas reconnue, non, qu'il s'agit de milliards qu'ils se sont empochés. Il s'agit d'une somme d'argent impressionnante. Peu de choses vont changer dans le pays, malheureusement, donc il faut faire quelque chose avec ce qu'il y a en ce moment. Oui, que Cacalderone a mis en pièces. D'accord, mais nous sommes maintenant et il faut viser tous les partis, peu importe lequel. Sans fanatisme. C'est ça l'important ici. Et j'espère vraiment qu'ils vont se bouger parce que ça a échappé à tout contrôle. Sincèrement, ça a échappé à tout contrôle. Et regardez, ça ne va pas. Je veux dire, le crime organisé ne va pas disparaître du monde, sincèrement, je veux dire, non ? Mais ça doit toujours être limité et permettre aux civils de vivre leur vie normalement, et il ne faut pas que les gouvernements soient contrôlés par ce genre de groupe, sinon c'est extrêmement difficile. Il faut voir ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe actuellement en Italie, au Japon et dans beaucoup d'autres pays où le crime organisé opère et continuera d'opérer. Non, cela n'a pas déjà cessé de fonctionner. En Italie, cela continue de fonctionner parfaitement, même lié au gouvernement, même lié à l'infrastructure et aux opérations gouvernementales. Nice. Pero Même en Italie ou même au Japon, il y a un ordre, et contrairement à ici, où c'est un désordre complet, j'espère qu'on ne tombera pas non plus dans l'autre extrême de la calderonite, n'est-ce pas ? Qui était de vouloir attaquer n'importe comment, ce qui a aussi eu ses conséquences pour tout le pays, et c'est un autre point négatif là-dessus. Nous resterons attentifs, il faut surveiller ces salutations. Papa rappelle que chaque nouveau gouvernement arrive avec sa propre équipe, comme toujours. Voilà le papa avec un énorme commentaire. Salutations, content de te voir ici. Comment vas-tu, Juana ? Ça va ? Comment vas-tu, Eugenio ? Salutations. C'est vrai ? L'Iran a capturé 4000 soldats américains ? J'aimerais savoir si c'est vrai. Non, ce n'est pas le cas. Non, il n'y a absolument aucun rapport à ce sujet, mais je t'envoie un grand salut. Eugenio, comment vas-tu ? Bonjour. Ce serait un scandale s'ils en prenaient un. Imagine 4000. Ce serait méga, super scandaleux, n'est-ce pas ? Ça ferait le tour du monde et bon, pour l'instant non, pour le moment non. Sinon. Eh bien, salutations. Comment va Martin ? Très bien. Énorme salutations. Passons à d'autres sujets. Passons aussi à d'autres sujets importants. Ils avertissent déjà qu'une nouvelle phase de la guerre arrive, c'est-à-dire que la nouvelle phase, au final, n'est plus pour en finir avec le régime iranien. Curieusement, mais la nouvelle phase en ce moment est d'ouvrir le détroit d'Ormuz.
C'est intéressant parce que, au final, celui qui fixe l'objectif de la guerre est celui qui, en fin de compte, a le contrôle. Et si tout cela se concentre uniquement sur le détroit d'Ormuz, le contrôle reste entre ses mains. L'Iran, si cela s'intensifie au point où le régime est attaqué, alors cela signifie que ceux qui agissent réellement sont les États-Unis, Israël, mais nous le savons, n'est-ce pas? En fait, ce que les États-Unis semblent vouloir faire en ce moment, c'est agir pour ouvrir ce détroit d'Ormuz, et c'est tout. Et du côté d'Israël, il semble qu'ils veulent vraiment s'en prendre au guide suprême lui-même, Moktaja. On ignore encore la voie à suivre, mais ils passeront cet appel aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont le publier ou non, mais ils vont donner des signes. Normalement, ils donnent des signes. Donc, ce sera très intéressant si nous voyons qu'il y a des signes que cela va se tourner non pas vers Ormuz, mais vraiment contre le régime. Nous savons que cette guerre risque de s'étendre, surtout si cela concerne Ormuz, mais probablement pas beaucoup plus. Complot sûr. Il a donné un délai à l'Iran pour négocier et il assure que si aucune réponse ne le satisfait, il va soi-disant en finir avec eux. Il ne restera rien d'eux. C'est un avertissement qui, franchement, ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des avertissements qui, comme on dit, restent des paroles en l'air. Et en effet, c'est-à-dire Trump dit une chose un jour, il en dit une autre le lendemain. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui puisse arriver, du moins pour l'instant. Il dit « L'Iran, le temps passe, et il ferait au mieux de se dépêcher, sinon il ne restera rien d'eux. » Le temps est essentiel, a écrit le président sur son réseau social, son réseau, dans un autre commentaire. Ce qui m'a déjà paru étrange parce que d'habitude il fait des commentaires très très longs, mais là il l'a fait super bref, super court. On va mettre ça ici. Comment ça s'appelle? C'est là. Regarde, c'est directement ici. C'est sur son compte Truth Social. Et donc là, il nous dit qu'en ce qui concerne l'Iran, l'horloge tourne. Il vaut mieux qu'ils agissent vite. Il dit aussi que sinon, il ne restera rien d'eux. Le temps est essentiel. Président de JT et il indique la date de publication à 1h42 du matin. Aujourd'hui, le 17. Tous les jours, il publie des choses, tous les jours. Ou alors on publie des choses à sa place, non? Mais le point c'est que, voilà. Regardez ce que dit un expert sur la question d'Ormuz. J'ai trouvé cela très intéressant à commenter ici avec vous. Parce que je pense que c'est ce que nous avons vu et beaucoup d'entre vous ici me l'ont dit. Donc il me semble qu'au moins c'est intéressant de l'analyser. La voie maritime d'Ormuz, c'est-à-dire... Le fait que la guerre se soit concentrée là-bas fait penser, selon cet expert, et nous avons parlé de qui il est, fait penser que sans la coopération de l'Iran, c'est-à-dire, si l'Iran ne veut pas, Ormuz ne s'ouvrira pas. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, c'est à l'Iran de décider d'ouvrir ou non le détroit. Le plus important, selon cet expert, c'est qu'en ce moment, ils ont toutes les cartes en main, pour ainsi dire, non? Autrement dit, nous parlons de tous ces jours-là. La position du détroit d'Ormuz ne fait que se solidifier pour les Iraniens. Il y a 20 000 marins américains. L'Europe est censée avoir envoyé des militaires et jusqu'à présent, ils ont même élargi leur présence. Regardez, voyons jusqu'où le contrôle s'est étendu. C'est-à-dire, au début, il s'agissait seulement d'un contrôle dans une sorte de couloir imaginaire ici, puis il s'est étendu jusqu'à presque cette zone des Émirats arabes unis, et il s'est encore un peu élargi par ici. Donc en théorie, toute cette zone ne peut pas être traversée. Oui, certains ont pris des risques, c'est vrai, évidemment certains ont pris des risques, et certains ont eu des conséquences à cause de ces mouvements. Regardez cette zone que montre cette image. Eh bien, c'est la zone clé, parce que c'est là qu'ils regarderaient, cette zone, la partie sud, disons, du détroit. Rappelez-vous, ce sont 33 kilomètres. Mais il n'y a que quelques couloirs. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient être traversés toute cette zone. Ce sont seulement de petits couloirs. Par ici, il y en a un en haut qui restera opérationnel, et les autres seront fermés.
Ils sont fermés en posant des mines, en tirant sur ceux qui passeront par ici. Pour que tout le monde passe de ce côté et qu'ils puissent avoir le contrôle total, et pas seulement ça, mais aussi pouvoir aller plus loin et fermer le détroit d'Ormuz quand ils le voudront. Il dit ce qui suit: sans la coopération de l'Iran, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert, selon ce qu'il en est. L'opération Atal, une opération appelée Atalanta de l'Union européenne, une mission qui s'oppose à l'activité de la piraterie dans toute la région. Oui, c'est ça, éloignons-nous un peu. Toute cette zone est remplie de pirates, oui, des pirates somaliens, des pirates d'ailleurs yéménites, et d'autres. D'autres régions opèrent ici dans cette zone depuis très longtemps. Et ces pirates sont un empire. Ils forment une sorte de société ou fonctionnent comme une entreprise dans laquelle ils vendent même des actions de leurs opérations en interne. Et il y a des gens qui se sont enrichis grâce à cela. Ils disent, voyons, appelons-les les pirates Luffy, non? Ce sont les pirates Luffy. D'accord, non? Eh bien, les pirates Luffy. Les pirates Chapulin Colorado, peu importe, non? Chacun leur donne un nom et ils se présentent comme une compagnie. C'est-à-dire, ils ont des actions où ils disent « Voyons, on va opérer » et ils sortent un petit livre, non? Et ils disent « Voyons, quel est ce petit livre, non ?» Eh bien, ce sont les opérations. Nous allons attaquer ce navire et ils vendent non par mission. Alors ils disent « Voilà la mission en question, non? À telle date, un navire comme ci, comme ça, va passer. Nous allons opérer demain. » L'opération complète coûte environ 300 000 $, parce que ce sont des vedettes avec des super moteurs. Ce sont de petites vedettes, mais elles ont des moteurs puissants, elles transportent des armes longues, et aussi quelques autres choses, non? Ça peut te poser problème, parfois même couler un bateau. Donc oui, ils sont dangereux, non? On paie un salaire à tous les pirates et ils s'en vont. Ils s'assurent ainsi un paiement d'environ 300 000 $. Ils touchent un paiement chacun et en cas de décès, un supplément va à la famille. Il y a donc de l'argent, mais beaucoup de risques. S'ils réussissent l'opération complète de s'emparer du navire et de le prendre de force, ils touchent une rançon. Ce n'est pas qu'ils le gardent, ils ne peuvent rien faire avec ce navire, c'est-à-dire que ça ne leur sert à rien d'avoir le navire. Ils ne peuvent pas le vendre, donc ils prennent le navire et disent « Il sera à nous et si vous ne nous donnez pas d'argent, eh bien, nous ne le rendrons pas. » Ou même avec des gens à l'intérieur. Alors ils demandent des millions de dollars. Et tant qu'ils ne reçoivent pas les millions de dollars, alors une fois qu'ils reçoivent ces millions, ils donnent un pourcentage à chacun des pirates. Ils leur versent aussi un pourcentage, donc un bénéfice en plus. Et ensuite, tout le reste est partagé entre les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont réuni cet argent pour pouvoir réaliser cette mission. On leur donne une part de l'argent. Ça ne se fait pas là. Alors c'est fou tout ça, n'est-ce pas, parce que ça a grandi, et c'est devenu une sorte d'industrie locale. Beaucoup de choses ont été documentées à ce sujet, tout le monde n'opère pas de la même manière. Il y a des pirates qui agissent seuls et qui le font quand ils en ont envie. Il y a de tout. Presque toujours, ce sont des gens locaux, des gens d'Afrique, mais on a aussi vu des personnes venant d'autres endroits, c'est-à-dire qu'ils opèrent déjà là-bas comme des soldats mercenaires, pour ainsi dire. Ils apportent une grande expérience en matière de combat et des choses de très folles, où ils sont vraiment coriaces. Je me suis toujours demandé pourquoi ils ne tirent pas, surtout en légitime défense, car on ne sait jamais si ma vie ou celle de mes collègues est menacée. Pourquoi ils ne tirent pas? Eh bien, il se trouve que les lois internationales l'interdisent, non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se défendre comme ça. Donc il y a certaines règles, et parmi ces règles, on ne peut utiliser que des armes très petites, et des choses qui n'effraient pas vraiment ces personnes. Ils leur envoient dans des jets d'eau, ils leur lancent des trucs, je ne sais pas, enfin, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre jusqu'à maintenant, non? Il y en a certains qui l'ont fait, qui ont attaqué et tiré, et cette partie-là est aussi documentée, non? Mais cela reste coûteux à cause des amendes, des blocages et de certains pays qui interdisent l'usage de certains outils. Ces compagnies ont donc des problèmes. Selon ce que rapporte cette mission contre la piraterie maritime, il confirme qu'il est tout simplement inviable que le détroit d'Ormuz soit ouvert si l'Iran ne le veut pas.
ou si l'Iran veut le fermer et le laisser fermer par simple volonté, personne ne peut rien y faire. C'est ce que rapporte cet expert, cette association d'experts sur le sujet, qui d'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, est cette organisation. Il a accordé une interview à ceux de DW, ce média allemand, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et tu vois comme c'est fou, parce qu'on parle à peine du sujet. On parle beaucoup des mines et de leur fonctionnement, mais on ne dit pas vraiment s'il est réellement possible de l'ouvrir ou non. Eh bien, selon eux, selon leur expérience, ils sont là-bas. Ils ont vu comment tout cela fonctionne, d'après ce qu'ils disent. Si l'Iran veut le garder fermé, il va le garder fermé et c'est tout. Il n'y a aucun moyen qu'il y ait un changement à ce niveau-là. S'il l'ouvre, c'est parce que l'Iran a déclaré « Nous avons trouvé un accord ». Donc c'est pour ça que le sujet est compliqué. C'est pour ça qu'on ne sait honnêtement pas ce qui va se passer avec cette situation. Et c'est un paradoxe, non ? Parce qu'au final, les États-Unis se sont mis dans une galère qui affecte tout le monde. Donc c'est comme le type qui a beaucoup de pouvoir, puis agit soudainement au détriment de tous. Et donc tout à coup, tout le monde dit « Eh bien, on ne te parle plus, non, on t'isole, on se tourne de l'autre côté. Nous sommes en colère. Tu n'es pas très puissant, mais bon, tu n'es simplement pas puissant, mais tes alliances sont aussi importantes. » Ici, l'espoir de Trump, c'est que la Corée du Sud. Peut-être que la Chine, peut-être que l'Australie interviennent et alors le détroit s'ouvre, oui, parce que ça fait beaucoup de bruit, mais pas parce qu'ils vont pouvoir ouvrir le détroit tout de suite. Alors, qui sait, beaucoup de choses peuvent arriver. Évidemment, l'équipe, nous allons continuer à observer, mais... Oui, nous avons constaté que l'ouverture a pris du temps. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils cherchent à négocier, mais qu'ils ne peuvent pas. Vous y croyez vraiment ? Je me suis posé la question, je ne sais pas. S'ils avaient pu l'ouvrir, ils l'auraient déjà fait. Ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils auraient parfaitement pu voir. Ah, regarde, il faut faire ça, tu bouges ici. Et oui, si les soldats ou les stratèges l'auraient dit, Trump fait ça, 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 et tu l'ouvres. Et que ce soit un faible risque de perte, c'est-à-dire le risque qu'il l'aurait pris depuis longtemps, ça veut dire que le reste est tellement élevé que non. Le risque est élevé et il y a peu de chances que ça marche. Donc si le sujet était compliqué, ils sont dans un sacré pétrin. Et ils nous y ont tous entraînés. Parce qu'au final, ça affecte tout le monde, même les Iraniens. C'est-à-dire parce que les Iraniens non plus n'ont pas la vie facile. C'est-à-dire les Iraniens vivent une crise, ils ont un problème interne et en plus, ils vont bientôt se retrouver dans une situation encore plus critique. Plus de risques de sabotage, plus de risques d'attaque contre tous les dirigeants qui sont là-bas. Ça aussi, je pense que c'est la nouvelle phase. La seule phase qu'ils peuvent craindre, c'est que le régime finisse par s'effondrer. Et le calcul que fait le Mossad et le calcul que fait le FDI, c'est de savoir si cela est possible. Il semble que les États-Unis ne soient pas si sûrs, mais au moins Israël, eux, le disent. Si c'est possible, alors on peut en finir avec le régime. Je ne sais pas, à vrai dire. Il faudra attendre pour voir si cette opération a lieu. Mais si c'est vraiment possible, ils vont le faire, ils vont s'en prendre à ce régime, mais si le calcul est douteux, ils vont aussi s'arrêter là. Donc c'est vraiment très intéressant, honnêtement, les tournants que cela prend. En attendant, l'équipe nationale iranienne se dirige vers les États-Unis, ce qui sera aussi très étrange. Regardez, passons à un autre sujet en cours en ce moment, qui est, j'insiste, cette nouvelle phase qui commence déjà. Conflit. Faites attention à cela. Dernière minute, en ce moment même, l'Arabie Saoudite a intercepté 3 drones lors d'une attaque qui n'est pas partie d'Iran, mais d'Irak. Ça, eh bien, c'est complètement fou parce qu'on revient aux guerres par procuration. L'Iran ne veut plus s'impliquer dans le conflit, donc on ignore qui a attaqué. Pourtant, beaucoup pensent que c'est l'Iran car l'attaque venait de là, mais eux disent « Nous ne savons pas de quoi vous parlez ». L'attaque contre la centrale nucléaire aux Émirats arabes unis. Mais maintenant, en ce moment, ils rapportent qu'il y a une attaque de drones contre l'Arabie saoudite. Attention, ils n'avaient pas encore touché ce pays. Tu vois maintenant, l'Arabie saoudite est très proche du Pakistan et ils ne l'avaient pas touché.
Eh bien, maintenant, ils lui tirent dessus, mais étrangement, pas depuis l'Iran. Il faut se rappeler que cela a. Ils n'ont pas de satellite, ne savent pas d'où vient l'attaque, et elle ne vient pas d'ici. Vers ici, mais c'est l'Irak qui a lancé. Bon, évidemment, des milices pro-iraniennes en Irak lancent une attaque de drones contre l'Arabie Saoudite. Il y en a au moins 3 de ce type, évidemment. Évidemment, l'information est en cours de développement, donc plus tard, nous resterons attentifs pour voir si cela prend une autre tournure et change vers d'autres. Bon, avec les LEP. Oui, une morte. Y otros temas. Comment ça s'est passé? Merci de nous accompagner ce week-end. Regardez, dans un instant, nous aurons un reportage concernant des attaques qui ont lieu à l'intérieur d'Israël. Et aussi ce qui se passe au Mexique avec Rocha Moya, et avec ce soi-disant sénateur qui a été arrêté, qui n'a pas été arrêté, qui est libre, qui je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs sujets, donc nous allons discuter, comme vous le savez, eh bien nous passons d'un direct à l'autre et nous essayons de couvrir tous les sujets. Alors merci beaucoup de nous accompagner, nous allons rapidement lire les commentaires. Comment s'est passé votre week-end? Très bon après-midi au Mendes. Un énorme salut à toi. Le père dit « Tout est nouveau. Nous avons lu les salutations, papa de Nova. » Francisco Arce, Fer, comment vas-tu? Il dit « Oui, voyons à quel niveau le pétrole ouvrira. Dans un instant, nous verrons si ça monte ou non, on va voir ce qui se passe. Voyons comment les marchés réagissent vraiment, non? Walter, comment vas-tu? Et si Dan veut la guerre, il dit « Je crois que oui, on dirait que c'est ça, non? » C'est-à-dire qu'il pense vraiment à vouloir aller plus loin, non? Rochi, comment vas-tu? Un grand salut, très bon après-midi. Martin, Francisco Arce, Thiago, comment vas-tu? Nous attendons les signaux, dit Thiago. Béatrice Alvarez, comment vas-tu? Merci de nous accompagner. Béatrice, Marvin, salut à toute la communauté. Juan Antonio, jusqu'en Uruguay, un grand salut. Bon, on se voit, alors allons-y, allons directement à IAP Clips. Allons au prochain reportage, également en direct, allons-y.